Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardinal Français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, vous l'avez vu, j'ai été absent la semaine dernière. J'avais un tournoi aux États-Unis. Oui, j'ai été voir Oncle Donald et c'était intéressant parce que mon fils fait du basket et je coach son équipe. Donc, j'ai pu aller voir mes voisins américains et me rendre compte que effectivement, du côté du sport des jeunes, là, la politique n'a pas trop sa place. Fait que tout s'est bien passé, ça a bien été et c'était une belle expérience que je vais répéter dans quelques semaines encore. Mais donc, c'est pour ça que ça a été difficile pour moi de vous sortir une vidéo. Mais, je suis là aujourd'hui avec vous. Je vais être avec vous jusqu'à la fin du mois. Et quand je regarde le marché, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je pense que je vous l'avais dit la dernière fois que j'avais eu l'occasion de racheter. Parce que j'avais fait la vidéo sur les deux cryptos que j'avais rachetés en profitant justement parce qu'on était dans le Fear and Greed Index, on était à 10. Là, on est remonté à 22 et les choses vont recommencer à monter tranquillement, pas vite, comme on le dit en bon québécois. Parce que justement, d'ici, on va le voir un petit peu dans la vidéo, là, mais d'ici justement le printemps, milieu printemps, là, les choses vont recommencer à redécoller, les choses vont se stabiliser et repartir de plus haut. Donc, j'espère que vous vous accrochez et que c'est pas trop difficile pour vous. Dans tous les cas, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Alors, vous le voyez, pas grand-chose. Même XRP, là, qui, cette semaine, on a appris justement que XRP, que la SEC avait abandonné toutes les poursuites judiciaires contre Ripple. Même avec cette nouvelle-là, il n'y a rien qui monte cette semaine. Donc vraiment, voilà, c'est un marché qui est vraiment très, très, très tranquille. Encore une fois, de l'accumulation. Donc, pas grand-chose à dire. Là, si on va voir rapidement Bitcoin. Encore une fois, là, on voit que justement, on était dans cette distribution de Wyckoff et là, on va recommencer une phase d'accumulation de Wyckoff. Donc, il va falloir encore être très, 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 très patient avant d'arriver juste au début de la période, justement, où il va falloir faire attention et vendre cette période-là qui va être à partir du mois de mai à peu près jusque décembre. Décembre, j'exagère peut-être un petit peu décembre. Il faudrait que je ramène ça peut-être à la mi-novembre, là, mais on va être attentif. Sinon, encore une fois, là, on va avoir une accumulation très, très tranquille. Donc, ça ne sert à rien de se presser là-dessus. Si on va au niveau des nouvelles, alors au niveau des nouvelles, oui, c'est ça. Alors beaucoup de nouvelles au niveau de Elon Musk et Dodge, mais c'est pas ce sur quoi je veux vous parler. Mais je veux encore une fois vous rassurer rapidement au niveau du bull market. Donc, tout se passe comme prévu. Comme vous le voyez, là, ça date un petit peu, là, mais généralement, le bull run suit toujours justement le money supply. Donc, la quantité d'argent qui est imprimée et injectée dans l'économie mondiale. Et comme vous le voyez, là, on a eu un petit peu, on a eu un bas au mois de décembre et là, c'est reparti à la hausse. Donc, le prix du Bitcoin suit toujours le money supply avec quelques semaines de retard. Donc, encore une fois, les macro-analystes nous disent que tout va bien, donc il faut juste les croire parce que très souvent, ils ont raison. Sinon, on a vu également que notre ami Da Vinci a refait la une, là, ça date un petit peu, là, c'est donc le 10 mars dernier, il a fait cette petite vidéo où il est allé dire que selon lui, il ne voyait pas Cardano, justement, performer aussi bien que beaucoup d'autres cryptos dans l'écosystème. Et de ce point de vue-là, je suis pas nécessairement, je suis d'accord avec lui. C'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec lui tout simplement parce que je suis d'accord que Cardano ne risque pas de performer aussi bien que par exemple un Sui ou même un Solana ou tout ça parce que justement ces blockchains-là sont des blockchains très spéculatives. Alors, même si oui, il y a de la technologie, tout ça, mais selon moi, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Et les gens, justement, ne vont pas aller vers l'innovation, ils vont aller là où il y a de la rapidité de transaction, là où il y a beaucoup de volatilité et ainsi de suite. Et Cardano, c'est quand même assez stable. Et donc, si on écoute bien ce qu'il mentionne dans la vidéo, tout ce qu'il dit, c'est que
personnellement, il ne voit pas justement beaucoup d'activités, beaucoup de wallets. Selon lui, il n'y a pas de mobile wallet pour Cardano. Et ça, il fallait que je vérifie. J'ai oublié de vérifier, mais je suis pas mal sûr qu'il a raison. Je ne suis pas certain qu'il y ait un mobile wallet pour EDA. De toute façon, moi, personnellement, je n'utilise pas de mobile wallet, mais ça, c'est propre à chacun. Mais donc, dans le fond, dans sa réflexion, ça lui fait en sorte que, dans le fond, s'il n'y a pas justement beaucoup d'activités ou beaucoup de gens qui utilisent justement Cardano en termes de transactions et tout ça, lorsqu'on compare par rapport aux compétiteurs, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et ça, ben, c'est sûr que je suis d'accord avec lui. Cela étant dit, justement, je vais parler justement des différences d'infrastructure et d'architecture au niveau de Cardano par rapport aux autres blockchains. Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'innovation du côté de Cardano, mais encore une fois, de là à dire que ça va être il va être le meilleur performant, la blockchain la plus performante en termes de prix pour ce bull run-là, je ne mettrai pas ma main au feu de ce point de vue-là. Mais en tout cas, je suis certain qu'il a quand même compris, justement, avec l'entrevue qu'il a faite avec Charles Hoskinson, je suis quand même convaincu qu'il a compris que Cardano allait être un bon joueur, un gros joueur dans l'écosystème, qui se démarque de la compétition et que finalement, il allait quand même performer, mais pas aussi bien que les autres blockchains. Donc, voilà pour ça. Sinon, rapidement, les nouvelles qu'on a eues dernièrement, vous l'avez peut-être entendu, la SEC a justement mis sur son site Internet, a décrit Cardano comme une blockchain permettant justement de gérer l'identité académique des différentes personnes et que c'était une bonne plateforme également pour développer des contrats intelligents pour des services gouvernementaux et également que c'est une plateforme, une blockchain très sécuritaire. Donc ça, encore une fois, c'est une belle illustration justement, et c'est une illustration très juste de la blockchain Cardano. Et ça, c'est notamment par rapport au travail que, justement, qui a été fait, notamment en Éthiopie, avec le projet, même si le projet ne s'est pas conclu avec 100% de succès et que l'Éthiopie n'a pas intégré la blockchain Cardano, justement, pour suivre les bulletins scolaires et les points, le cheminement académique de tous ces étudiants. Malgré tout, justement, il y a beaucoup d'expériences qui est ressorti justement de ce projet-là et qui pourrait être utilisé justement dans d'autres contextes ou dans d'autres pays. C'est pour ça que justement la SEC américaine valide justement ce qui a été fait, ce qui a été démontré et l'expertise qui a été développée pour justement l'officialiser sur son site web. Donc, c'est pour ça que justement Cardano, il propose que Cardano justement soit intégré à l'infrastructure digitale aux États-Unis parce que justement, elle a fait preuve de cette compétence en termes d'architecture, en termes d'infrastructure blockchain dans d'autres pays. Et justement, ça devrait être une blockchain qui devrait être recommandée, encore une fois, pour développer des applications gouvernementales aux États-Unis. Donc ça, encore une fois, c'est très encourageant. Notamment, on l'a su, Charles Hoskinson était en voyage au Japon la semaine dernière, non, il y a 2 semaines. Et son voyage, dans le fond, c'était un voyage qui a été quand même assez intéressant. Il y a une vidéo qui était quand même assez longue que j'ai vue sur Twitter et que j'ai pas consultée encore, mais il a été justement rencontrer quelques SPO et également justement le ministre de la technologie japonaise. Donc, il mentionne que justement ce ministre-là mentionne qu'il a rencontré Charles Hoskinson et qui, encore une fois, il est très intéressé et impressionné par la blockchain Cardano et ainsi de suite et ainsi de suite. Sachant qu'il y a une grosse communauté Cardano au Japon. Et ça me rappelle justement l'expérience qu'il y a eu en Éthiopie, parce que IOHK avait rencontré beaucoup de personnalités politiques, dont le ministre de la technologie en Éthiopie, qui s'était intéressé justement à la blockchain Cardano, qui s'était intéressé à IOHK et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils ont eu justement cette possibilité de projet en Éthiopie. Et donc là, on voit exactement le même cheminement au niveau du Japon. Donc, on va voir est-ce que ça va donner des fruits ou pas. On le verra avec les temps, mais je trouvais ça très intéressant, encore une fois, que justement le ministre puisse partager dans le fond son expérience et sa rencontre avec Charles Hoskinson, notamment dans ce contexte-là. Donc, on va voir encore une fois qu'est-ce que ça va donner.
Mais ce n'était pas la personnalité que Charles Hoskinson dont Charles Hoskinson nous parle depuis un petit moment. Il nous avait dit que fin février, il devait rencontrer une personnalité qui était aussi importante que Joe Rogan. Finalement, il a repoussé au mois de novembre. Finalement, ça va arriver fin mars, pas mal, là, et on sait exactement qui il va rencontrer. Charles Hoskinson va être justement sur un panel, va être le modérateur d'un panel avec les fondateurs de Liberty Financial. Si vous ne connaissez pas Liberty Financial, c'est la compagnie justement qui s'occupe de investir en crypto-monnaie, la compagnie notamment du président américain Donald Trump. Parce que qui on voit justement parmi les speakers, on a le fils JJ Jr., Donald Trump Jr., qui va faire partie justement de ce panel. Donc, c'est la rencontre que Charles Hoskinson va faire la semaine prochaine. Et je comprends que dans le fond, c'est un... Parce que si on va voir l'information à la source, dans le fond, c'est un summit, donc c'est une conférence qui va avoir lieu à Washington je ne me rappelle plus exactement quand, mais vous pouvez trouver l'information très facilement sur le site Internet. Et donc, ce panel-là va être très intéressant parce qu'encore une fois, Donald Trump ne connaît pas nécessairement spécifiquement ce qu'une crypto fait, ce qu'un écosystème fait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais passer par son fils, Donald Trump Jr., est une très belle porte d'entrée justement pour faire passer le message sur ce à quoi justement la blockchain Cardano, les capacités de la blockchain Cardano pour le gouvernement américain, pour Twitter, pour les compagnies privées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, sachant que Donald Trump Jr. est justement un investisseur en crypto en passant par justement la compagnie World Liberty Financial, eh bien, c'est très, très bon d'avoir une belle visibilité, d'avoir justement une belle carte de visite qu'on donne justement à Donald Trump Jr., qui remonte l'information à son père et on laisse les choses aller. Et dans les prochaines années, là, on pourra avoir justement la blockchain Cardano qui est utilisée pour le système de vote, notamment américain. Et ça peut faire partie d'un consensus, donc plusieurs blockchains qui sont utilisées dans différents États, pas nécessairement à la grandeur du pays. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire, ce sont des choses qu'on répète depuis longtemps, et là, on a une opportunité d'avoir accès justement à des personnes qui sont décisionnelles justement au niveau du gouvernement américain. Donc, je pense que c'était la grosse rencontre dont Charles Hoskinson nous parlait depuis quelques semaines là maintenant, et c'est quand même intéressant, mais encore une fois, il va falloir voir qu'est-ce que ça va donner avec le temps. Alors, fini avec les différentes nouvelles, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui et que je vais prendre le temps de vous expliquer rapidement, c'est une partie justement de la vidéo, un des sujets de la vidéo dans laquelle Charles Hoskinson a parlé avec ce monsieur Da Vinci qui est un Bitcoin maximaliste. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, une des questions qui a été posée à Charles Hoskinson, c'était de savoir pourquoi est-ce que Cardano a décidé d'aller a décidé de poursuivre l'orientation d'utiliser un système de UTXO, donc Unspent Transaction Output, plutôt que d'aller justement vers un système d'acompte comme Ethereum, comme la majorité des autres blockchains dans le fond. Et pour vous expliquer la réponse qu'il a donnée, parce que je trouvais que la réponse était extraordinaire et encore une fois, ça démontre toute la réflexion académique et la recherche et toute l'analyse qui a été mise au niveau du projet Cardano. Et je voulais vous partager justement cette information-là pour que vous continuez d'être confiant par rapport au projet Cardano tout au long du bull run. Donc, pour commencer, si je vous explique dans le fond comment fonctionne le système d'acompte dans les plateformes blockchain qui sont EVM, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, tout ça, au niveau des plateformes blockchain EVM, on a deux états. On a un état global, donc l'état global de la blockchain, et puis on a justement des états locaux. Les états locaux vont être les différentes EVM, donc les différentes virtual machines. Et ce sont sur ces machines virtuelles que vont s'exécuter différents contrats intelligents, différentes applications, différentes transactions, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, lorsqu'on a des États locaux, des États locaux et qu'on a un État global, bien entendu, tout ce qui se passe localement doit être validé au niveau global avant de exécuter la transaction. Donc, comme on voit là, on voit ici, dans le fond, l'état global qui englobe tout, et puis on a trois États locaux, et dans ces États locaux, vous le voyez là, donc si j'ai un 24 000, 23 000 euros au niveau de l'état global de la blockchain, et que sur cette machine virtuelle, j'ai 13 000, j'ai une transaction que je veux faire passer de 13 000 dollars, une autre transaction de 17 000 dollars et une autre transaction de 3 000, on va parler en euros finalement, de 3 500 euros. Vous comprenez que ces trois transactions-là viennent du même portefeuille dans lequel il y a 23 000 dollars. Donc, si on fait l'addition de ces trois états locaux-là, eh bien, on se rend compte que justement, ça excède ce qu'il y a dans mon wallet. Donc, c'est sûr et certain que les trois transactions ne peuvent pas s'exécuter. Et pour être sûr qu'elles s'exécutent de la bonne manière, eh bien, il faut voir justement, il faut les relier avec mon wallet dans l'état global pour s'assurer que, OK, cette transaction peut passer, oups, cette transaction ne peut pas passer parce que quand je revérifie justement au niveau du global, je vois que dans le fond, il ne me reste pas assez d'argent parce que la transaction a passé, fait qu'on va retirer un 13 000, il va rester un 10 000 euros et cette transaction ne peut pas se passer, mais cette transaction peut passer. Donc, c'est pour ça que lorsque les systèmes d'acompte, de la manière dont ils sont créés et que la philosophie est faite actuellement, ça demande, c'est très difficile dans le fond de pouvoir faire du layer 2, de faire justement, d'augmenter la performance au niveau de la chaîne de base et au niveau justement des différents layers, des différents niveaux, parce qu'il faut toujours valider justement, il n'y a pas d'indépendance au niveau des différents états, il n'y a pas d'indépendance pour créer des transactions parce qu'il y a toujours une validation qui est à faire pour ne pas que justement il y ait un problème au niveau des transactions. Et c'est pour ça, c'est pas la seule raison, mais c'est en général, c'est la raison pour laquelle justement certaines transactions ne vont pas passer parce que notamment, il y a un problème au niveau de la validation lorsqu'on passe de l'état local à l'état global, ce qui est très difficile. Maintenant, lorsqu'on passe à un système UTXO, comme le système, la façon de faire de Cardano ou la façon de faire de Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est la même chose que lorsqu'on utilise une caisse enregistreuse. Donc, à ce moment-là, on a différents états locaux. Et dans ces états locaux-là, ou dans ces états locaux-là, eh bien, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que on va répartir, on va retirer une somme d'argent de ce 23 000 euros-là, et puis on va mettre 3 000 ici, 3 000 ici, 3 000 ici, 3 000 ici, 3 000 ici. Et ces différents états sont indépendants. Ils peuvent faire autant de transactions qu'ils veulent. Ils peuvent, ça peut être une transaction de contre-intelligence, ça peut être une DApp, ça peut être un Hydra Head, ça peut être autre chose, ça peut être un système de vote ici, et on peut faire autant de transactions. Pourquoi? Parce que justement, lorsque on a cet état local, on peut décider c'est quoi le frais de transaction qu'on veut avoir entre nous. Donc, une transaction se fait de là à là, une autre transaction se fait localement. Et donc, pas besoin justement de sortir, sortir de cette bulle-là, de cette hydra head-là, pour pouvoir faire la transaction. Fait qu'à ce moment-là, justement, on peut faire autant de transactions qu'on veut et c'est là que justement cette indépendance-là permet d'avoir une meilleure performance et avoir justement différents processus qui vont être en parallèle, ce qui augmente la performance justement des blockchains qui utilisent ce modèle UTXO. Ce qui est intéressant également, c'est que justement, lorsqu'on finit les différentes transactions ici, eh bien, on fait une seule transaction pour revenir justement dans notre état local. C'est une transaction et à chaque fois qu'il y a une transaction, on n'a pas besoin de revérifier c'est quoi l'état ici parce que justement, l'argent est déjà sorti justement de ce compte-là. À ce moment-là, ben, on est indépendant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Satoshi avait validé ces deux manières de fonctionner. La manière de fonctionner qui est UTXO ou la manière d'acompte
il avait validé les deux modèles et il avait choisi d'aller dans la direction justement de UTXO. Sauf que la problématique qu'il y a eu lorsqu'ils ont voulu faire pas le Hydra, mais c'est quoi le layer 2 de le Lightning Network. Les problèmes qu'ils ont, ce sont des problèmes justement en lien avec le langage de programmation de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez flexible. C'est pour ça qu'au niveau de Cardano, ils ont utilisé le modèle EUTXO, le Extended UTXO, pour pouvoir justement avoir cette flexibilité-là au niveau du code de Cardano pour pouvoir facilement justement créer ces états locaux avec justement la possibilité de créer des contrats intelligents, de faire du DeFi, de faire des transactions, juste des transactions, une application de poker et ainsi de suite localement. Et donc, en utilisant justement cette manière de faire avec des UTXO, ça permet d'avoir des transactions on-chain, donc d'avoir beaucoup de choses qui se passent off-chain, qui se valident avec justement cet état local-là tout en restant justement, tout en ne mettant pas de la congestion justement sur la chaîne de base. Donc, encore une fois, c'est une manière très, pas ingénieuse parce que ça existait déjà avant, mais c'est la meilleure manière de faire lorsqu'on veut justement aller vers des blockchains qui vont être très performantes, non pas sur la chaîne de base, mais sur des layers, sur des différents layers couche 2, couche 3 et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, cette idée existait déjà et elle a déjà été justement éprouvée dans le marché, sur le marché et dans le secteur de l'informatique. Pourquoi? Parce que justement, au niveau des ordinateurs, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. Et c'est de là dont est partie l'inspiration pour IOHK et Cardano d'utiliser justement le UTXO, de faire un extended UTXO pour reproduire dans le fond l'idée du multicore au niveau des processeurs d'ordinateur. Donc, comme vous le voyez là, on a différents processeurs qui sont l'équivalent de différents Hydra Head ou alors de différentes DApp, de différentes applications DeFi ou juste contrats intelligents qui ont leur propre mémoire. Donc, à ce moment-là, ils sont indépendants dans toutes les transactions ou toutes les connexions qu'ils peuvent faire pour répondre à des applications. Et donc, c'est ce modèle qui a été utilisé justement au niveau de Cardano pour aller chercher de la performance. Mais comme ça l'a déjà été mentionné par Charles Hoskinson, justement, lorsqu'on veut utiliser un ordinateur multicore, eh bien, les applications doivent s'adapter, justement, doivent revoir leur manière de penser parce que tout comme dans les années 2000, lorsque le multicore est sorti, les applications continuaient de penser justement avec un seul cœur, donc des ordinateurs à un seul cœur. Et il fallait qu'ils s'adaptent à une nouvelle manière de penser, à une nouvelle orientation pour réécrire leurs applications afin qu'elles prennent l'avantage d'utiliser des processeurs multicore. Et c'est exactement la même chose qu'il y a au niveau dans l'industrie de la blockchain. L'industrie de la blockchain actuellement est focusée sur des blockchains EVM. Sauf que on va atteindre à un certain moment la limite de performance pour ces différentes blockchains qui sont EVM. On le voit déjà pour Ethereum. Ethereum, à un moment donné, a été bloqué en termes de performance par les CryptoKitties. Et puis après ça, ils sont passés au niveau des Layer 2. Et les Layer 2 sont en train de manger, cannibaliser. Bref, ils sont en train de manger Ethereum de l'intérieur. Et du côté de Solana, par exemple, eh bien, là, on a coupé sur la décentralisation pour aller chercher beaucoup plus de rapidité de transaction. Mais qu'est-ce que ça fait? On commence à avoir une blockchain qui est tellement grosse qu'à un moment donné, il y aura juste, comme dit Charles Hoskinson à chaque fois, juste Google, la NSC ou le FBI qui va pouvoir justement avoir assez de capacité de mémoire pour stocker toutes les transactions de Solana. Donc, c'est pour ça que justement que en utilisant ce modèle-là, c'est un modèle, encore une fois, comme vous le voyez là, c'est un modèle qui pourrait être utilisé
pour être beaucoup plus performant avec, soi-disant, avec entre autres des partner chain, différentes applications et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que justement, on voit que une application ou un partner chain va utiliser par exemple un Hydra Head, une autre application va utiliser justement un contre-intelligent DeFi, une autre application va utiliser un autre Hydra Head, on va avoir une application qui va être du voting et ainsi de suite. Et à ce moment-là, ben, ça permet justement d'avoir des applications qui fonctionnent en parallèle sans surcharger le Layer 1 de Cardano. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui a été pensé dès le départ. C'est quelque chose qui est très intelligent, une belle manière de fonctionner et qui va être intégré notamment justement avec la blockchain Bitcoin lorsqu'ils vont développer justement du DeFi pour le Bitcoin avec les différents, à partir des différents wallets. Donc, encore une fois, on risque d'avoir plusieurs transactions de la communauté de Bitcoin qui va être transparent justement pour l'utilisateur, mais ce nombre de transactions-là ne va pas créer un goulot d'étranglement au niveau du Layer 1 de Cardano. Alors voilà, c'est ce dont je voulais vous parler justement dans cette vidéo-là. J'espère que vous avez bien compris dans le fond pourquoi Cardano a une longueur d'avance sur les autres blockchains, même si ça en a pas l'air actuellement, mais justement sur le long terme, dans 2, 3, 4, 5 ans, même 10 ans, justement, Cardano va continuer d'être une blockchain qui fait la différence par rapport à ses compétiteurs. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très bon week-end. À très bientôt. Peace.